Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins se réjouissent du combat quotidien de l'écriture en compagnie de Marianne Chassard, Mathilde Wagman, Antoine Ravon, Denis Ramon et Géraldine Mosna-Savoie, à la réalisation de Cité harmonieuse, Mydia Portis-Guérin, à la lecture Sans peur du silence, Jean-Louis Jacopin, avec aujourd'hui à la prise de son en acte, Clément Datet. 10h47, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui le livre que Jean-Claude Milner a consacré à Harry Potter. Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques, un livre paru au PUF. Charles Péguy, 3e temps. Après Géraldine Leroy et Benoît Chantre, avant Camille Riquier, c'est-à-dire après le Péguy inclassable et le Péguy patriote et avant le Péguy philosophe, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Grosot qui, après être venu vous parler de Jean Kelevitch le mois dernier, revient aujourd'hui à ce même micro s'interroger sur l'usage de l'écriture par Charles Péguy. Bonjour Philippe Grosot. Bonjour Madame André. Nous considérons le langage essentiellement comme une opération de l'esprit. Mais lui, il considérait le langage comme une opération de tout l'être, et je pense que c'est toute la différence, et c'est en quoi peut-être il n'est pas encore compris. Il pourrait l'être, me semble-t-il, si on apprenait à le dire, et il faudrait apprendre à le dire presque à l'école. Péguy est un écrivain de style oral, on l'oublie toujours, et on ne sait pas le lire. Car nous avons l'habitude de lire avec les yeux, nous ne lisons jamais avec le corps. Or, Péguy est un homme qu'il faut lire avec le corps. Faudra-t-il que je sois prisonnière damnée, à tout jamais enclose en la geôle infernale, gardée à tout jamais en la geôle infernale? Passagère à présent à l'enfer éternel, faut-il que je te dise un éternel adieu? Me ressouvient aussi le temps de ma jeunesse, la jeunesse passée où j'ai fait ma partance, menteuse en ma partance, ô menteuse toujours. Maison de pierre calme et que j'ai mal aimée, où j'ai dû délaisser un jour la laine là, laisser à tout jamais la tâche en commencer. Ô toi qui ne pouvais nous aimer, ô maison, qui ne pouvais aimer que j'aimais aimer. Jamais ne reverrai le foyer clair et jeune, large ouvert aux chansons des fileuses de laine. Jamais ne parferai la tâche en commencer. Ô mon père, ô ma mère, ô vous que j'ai laissé, vous m'avez pardonné ma partance menteuse, mais le mensonge est là qui n'est pas effacé, la tâche du mensonge ineffaçable et sale. Et mon âme est tachée à jamais, et vous deux, menteuses que j'étais, vous m'avez aimé, je vous aimé à cause du mensonge. Vous que j'ai délaissé, ô mon père, ô ma mère, faut-il donc que je sois sans vous revoir jamais, que de l'enfer je sois sans savoir où vous êtes? Me ressouvient le temps de jeunesse passée. Le soir est descendu sur la bataille humaine. Les femmes de chez nous dorment dans les maisons. Le soir est descendu sur la souffrance humaine. À présent, il fait nuit pour le repos du monde. Les femmes d'Orléans dorment dans les maisons. Les soldats sont couchés pour le repos du monde. Les soldats sont couchés pour le repos des blés.
Lorsque Charles Péguy fait retraite à Orléans en 1895, il y a déjà au moins un an qu'il accumule les notes et les documents en vue de la rédaction du drame qu'il a en tête. Il veut travailler à l'histoire de la vie intérieure de Jeanne d'Arc. Et c'est avec ce texte, qui paraîtra en 1897, dans des circonstances que vous allez nous rappeler, Philippe Grosot, qu'il inaugure son œuvre d'écrivain. Oui, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait entendre cet extrait du très beau texte de la Jeanne d'Arc. Parce que dans cet extrait qu'on nous avait entendu, il y a à la fois, disons, ce qui est dit, un certain contenu avec un pathétique et une souffrance presque inégalable. Il y a la façon dont cela est dit. On entend les alexandrins, qui constituent pour Péguy la définition même du vers. Et puis il y a étrangement ce qu'on ne peut pas entendre à la lecture, et dont presque pas s'apercevoir d'ailleurs, malgré tout, et malheureusement, qui sont d'étranges blancs qu'on pourrait croire typographiques, qui ne sont pas tout à fait typographiques, qui sont, disons, esthétiques, et à partir duquel Charles Péguy a composé cette Jeanne d'Arc en 1897. Alors c'est un texte tout à fait exceptionnel, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est le premier texte de Charles Péguy. Il faut s'imaginer que ce jeune homme, alors à l'école normale, a 23 ans, ou 24 ans peut-être, et que ce texte de la Jeanne d'Arc va en quelque sorte inaugurer toute son œuvre poétique et la lancer dans toutes ses dimensions, toutes ses articulations d'écrivain. Une chose très étrange, c'est que cette Jeanne d'Arc s'intitule, dans son titre pleinement déployé, Jeanne d'Arc, drame en 3 pièces. Mais si on ouvre la première page et qu'on lit cette étrange dédicace qui se termine à la République socialiste universelle, le final dit à cette République socialiste universelle, ce poème est dédié. Et d'emblée, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il s'agit d'un drame et d'un poème. Et la dramaturgie, elle va relater une histoire relativement prosaïque, enfin, dans la dimension la plus riche du terme, disons, dans une dimension de prose. Elle va relater une histoire qui pourrait s'apparenter à une pièce de théâtre. Mais en même temps, elle va insérer, ce que vous avez justement rappelé, la nécessité d'un souffle, de relater cette histoire de la Jeanne d'Arc autrement que comme un récit, disons, de type historique, ou purement dramaturgique, et d'intégrer de la poésie. Et pour Péguy, la poésie, c'est essentiellement, et dans sa définition première, la définition première qu'il en donnera, ce sera toujours cela, ce sont des vers en alexandrin. Dans sa correspondance à une lettre du 15 août 1895, il écrit ceci : « Il m'est venu une idée que j'ai fini par avoir l'audace d'accueillir, celle d'emprunter au drame et au vers, s'il y a lieu, toutes les ressources. » C'est-à-dire qu'en travaillant sur ce texte, Péguy met au point son instrument d'écriture, ce sera la prose poétique. Ce sera une prose poétique qui ne fera jamais totalement disparaître pour autant évidemment la poésie, mais on aura l'occasion d'y revenir. Mais ceci dit, il y a quelque chose de très étrange dans cette Jeanne d'Arc de 1897 et qui ne se reproduira plus jamais. Il faut un peu replacer la description de cette composition très étrange. Péguy écrit ce premier texte sous un pseudonyme, Pierre et Marcel Baudouin, en hommage à un ami mort prématurément. Et il va, pour lancer ce texte, l'éditer quasiment à compte d'auteur, d'une façon très singulière. Pour intégrer ce souffle poétique dont il parle, il ne se contente pas d'intégrer des vers, il fait quelque chose de bien plus étrange, qui est d'éclater en quelque sorte les alexandrins, non pas de les dissocier en tant qu'alexandrins, mais d'intercaler entre eux, quand le texte poétique se déploie, d'immenses blancs. Et la réception détestable de cette œuvre a fait en fait disparaître ces blancs typographiques des rééditions successives. Ce qui fait que si nous ne disposons pas de l'édition originale parue en 1897 et que par exemple que nous lisons aujourd'hui cette œuvre dans l'édition de la Pléiade, eh bien nous ne pouvons pas nous apercevoir de cette innovation tout à fait singulière. C'est en cela que vous avez voulu remédier en proposant une édition de cette Jeanne d'Arc. Voilà, on trouve l'édition Valongue qui est parue en 1997 ou 18, enfin 100 ans 98, après. Oui, 98. Donc il y a une édition qu'on ne trouve plus malheureusement, mais que j'ai sous les yeux, où vous avez essayé de reproduire, d'être fidèle au blanc qui espace le texte de Péguy. Il y a des pages où on ne trouve qu'un seul vers, d'autres pages qui sont remplies, si bien que ici c'est la typographie même qui vient au service de ce qui est dit.
Voilà, ça vient au service d'une façon tout à fait essentielle parce que il faut bien comprendre que le blanc n'est jamais étranger à la parole poétique, hein. L'immense poète que fut André Dubouché relatait très bien que un quatrain ordinairement écrit ou classiquement écrit, c'est des vers que limitent des blancs, c'est-à-dire que quand le vers est à sa plénitude, on va à la ligne pour écrire un autre vers. Donc les blancs ont toujours déjà intégré la parole poétique. Ici, Péguy a une idée absolument neuve, tout à fait étrange, c'est de les intégrer entre les vers. Or, ces blancs ne relèvent pas exactement de la parole elle-même, puisque quand Péguy, par exemple, veut préciser de façon théâtrale l'organisation de la parole prosaïque dans le récit des actions ou des actes de Jeanne d'Arc, il peut indiquer très clairement silence 40 secondes. Oui, là, il dit un très long silence, un silence bref, un silence. Voilà. Mais parfois, quand il est dans ce registre proprement poétique du vers, il n'indique aucun silence, il n'y a aucune didascalie dans le texte. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que 1897, c'est quand même une année merveilleuse pour la poésie, parce que c'est Mallarmé aussi. Mallarmé, Ouais. évidemment. C'est-à-dire qu'on a à la fois... Un coup de dé n'abolira jamais le hasard, qui reprend cette même esthétique du blanc. Alors, ce qui reprend effectivement une esthétique du blanc, mais qui l'invente tout autant. C'est-à-dire, l'étrangeté, c'est qu'on a en 1897 un immense poète, mais avant-gardiste, au fait de son art, au sommet de sa gloire, un vieux poète, qui disparaîtra bientôt. Et puis on a un tout jeune homme qui ne l'a jamais lu, qui ne le connaît pas, mais c'est la même année que l'un comme l'autre invente l'esthétique des blancs dans la poésie. C'est tout à fait étrange et parfaitement admirable. Vous n'aimez pas, au fond, Péguy, artiste, vous n'aimez pas sa façon d'écrire, et disons les choses brutalement, vous ne le tenez pas pour un grand poète. Vous savez que dans son anthologie de la poésie française, Gide n'a pas cité une seule ligne de Péguy, et qu'il ne l'a pas cité simplement parce que, quelle que fût l'admiration et l'émotion avec lesquelles il avait lu la Jeanne d'Arc, il estimait qu'en définitive, Péguy avait bien des vertus, il le considérait aussi comme un héros, mais que Péguy n'était pas un poète. Sa démesure, ses répétitions continuelles, la litanie à laquelle il revient perpétuellement, semblait à Gide aussi anti-artistique que possible. Est-ce que vous partagez cette façon de voir? Je ne la partage pas complètement. Il y a dans l'allure de Péguy, dans cette allure un peu fruste, un peu primaire, quelque chose qui répond tout de même à très ancien dans la littérature française, qui exprime également la manière de penser et de parler, une classe très estimable de la population. Mais dire que je considère son art comme un art extrêmement relevé et qui aille très loin dans l'expression des sentiments humains, non. C'est Paul Claudel que l'on vient d'entendre exprimer ses réticences à l'égard d'un certain talent, d'une capacité à exprimer les sentiments humains de Charles Péguy. Il était interrogé par Jean Amrouche en 1951. Comment expliquez-vous, Philippe Grosso, cette division dans la réception de Péguy, certains, y compris surtout d'ailleurs au sein des écrivains? Est-ce précisément par cette esthétique nouvelle qu'il a pu surprendre, choquer, être mal compris? Mais dans ce cas, alors ça aurait été la même chose pour Mallarmé. Or Mallarmé est moins polémique au sein des écrivains qui ont suivi, la génération qui a suivi, que Péguy. Ou est-ce à remettre au compte d'un autre critère, d'autre chose qui fait qu'il est peut-être incompris ou mal lu? Alors effectivement, il y a plusieurs choses qui expliquent cette, disons, mauvaise réception, indéniablement. Paul Claudel, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, parlait de ce côté un petit peu frustre. On pourrait dire que ce côté frustre est un archaïsme presque de la langue dans la pensée et dans l'écriture de Péguy, et il renvoie à des choses qui sont tout à fait importantes. Il est évident, par exemple, que cette audace de la Jeanne d'Arc, qui à elle seule, d'ailleurs, je profite de cela pour le dire, mériterait de nouveau une réédition, puisque ce texte est de nouveau introuvable, et j'en appelle aux éditions Gallimard, qui seraient bien inspirées de rééditer ce texte tel qu'il est dans sa vérité.
Mais cette œuvre-là, en fait, c'est à la fois l'œuvre la plus audacieuse de Péguy d'un point de vue typographique, mais c'est une œuvre qui ne va pas rééditer dans son audace. C'est-à-dire qu'on pourrait dire d'elle ce qu'il dit lui-même en 1913 des Nymphéas de Monet, quand il dit que dans ses multiples versions, quelle est la plus audacieuse, quelle est la plus riche, et Péguy dit, mais en vérité, c'est la première, parce qu'elle était la plus jeune, la plus neuve, la plus enthousiaste. Et cette écriture-là de Péguy avec ses blancs, ce qui ne se répétera jamais, c'est vraiment une écriture de l'audace. En revanche, après, ce qui singularise la parole poétique de Péguy, c'est vraiment de se tenir à l'ancienneté, peut-être à l'archaïsme des alexandrins. Et c'est une étrangeté d'autant plus singulière et remarquable que, quand même, on est en 1897, et puis 1900 et les années 1910 venant, Péguy semble toujours donner l'impression d'une parole qui ignore absolument la modernité poétique. Un ami très cher me faisait remarquer récemment que dans toute son œuvre, il n'y a aucune mention du nom de Baudelaire, ce qui est quand même tout à fait presque scandaleux. Et puis, on pourrait dire aussi qu'il ne convoque même jamais la poésie ni les noms de Verlaine, de Rimbaud. Il ne connaît pas, on l'a dit, le nom de Mallarmé. Alors, évidemment, cet archaïsme-là, mêlé à ce qu'il est son propos dans la poésie, c'est-à-dire une poésie quand même très religieuse, peut faire entendre une sorte d'archaïsme incapable à dire la langue. Je pense que c'est une mauvaise lecture pour bien des raisons. Ces raisons, en fait, tiennent à la fois dans la nouveauté du style qu'il va redéployer, et puis dans ce qu'il a à dire et les moyens qu'il s'est donnés pour le dire. Alors, pour la nouveauté du style, quand Claudel dit que Péguy a des difficultés à faire entendre la charge, disons, émotive des sentiments ou ce qui relève de cet ordre-là, évidemment, il faut surtout, pour le contredire, être attentif au génie de l'énonciation qui est celui de Charles Péguy. Et dans ce génie de l'énonciation, je dirais qu'il y a à la fois l'entremêlement de la parole poétique et de la parole prosaïque, et puis le génie propre de la parole poétique elle-même. Il faut pouvoir à la fois les distinguer, les articuler et montrer que jusque dans son utilisation de la prose, Péguy n'a jamais dissocié la prose de la poésie, alors même que sa conception de la poésie apparaît comme explicitement lié à la structure de l'alexandrin. Péguy, c'est curieux, les gens, parce que Péguy a une certaine personnalité, d'un certain type, on oublie qu'avant tout, c'est comme tous les grands artistes, c'est un fou complet, quoi. Jamais personne n'a écrit comme Péguy, jamais plus personne n'écrira comme Péguy. Ça fait partie des grands styles de la langue française, c'est-à-dire des grandes créations de la langue française. Qu'est-ce qu'il fait, lui? On ne peut pas dire que ce soit un bégaiement. Il fait croître la phrase par le milieu. C'est fantastique. Au lieu de faire suivre des phrases, il répète la même phrase avec une addition au milieu de la phrase, qui va à son tour engendrer une autre addition dans la phrase, etc. Il fait proliférer la phrase par le milieu, par insertion. C'est ça un grand style. Faire subir à la langue un traitement, mais un traitement incroyable, quoi. Ce fut un sursaut. Pendant toute une semaine, ou presque, enfin pendant un certain nombre de jours qui parut faire plus d'une semaine, mais qui faisaient un tout, un ensemble comme une semaine, Paris, capitale du monde, avait reçu le roi d'Espagne. Événement à la fois glorieux, solennel et inaperçu. Un roi. Sous la République, nous en avons tant vu de rois. Semaine singulière, événement habituel, demi-réjouissance, demi-fête, demi-beau temps, demi-travail. Sans rien interrompre, parce que l'année n'était pas finie, parce qu'il y avait eu beaucoup de travail et qu'il y en avait encore beaucoup en train. Tout de même, on allait voir un peu passer le roi, histoire de le visiter, comme avait dit l'un de nos collaborateurs. Année demi-échue, travail demi-échu, demi-temps de repos, demi-temps de travail, demi-temps de loisirs, demi-temps de sommeil. Tant de calembours et de rimes qui sont des calembours parvenus, non point tant de sérieuse prose honnête et sérieuse, de prose sériée. Travail, sommeil et loisirs, les trois huit ensemble et non plus bout à bout, non plus juxtaposés, jointurés, mais fondus. Où, enfin, on s'arrangeait comme par hasard
pour se trouver sur le chemin de certains itinéraires que l'on connaissait vaguement pour être les itinéraires des cortèges, et que d'aucuns faisaient semblant de ne pas connaître, mais ils s'y trouvaient tout de même, et que les journaux donnaient tous les matins. On ne lisait pas les journaux, mais on connaissait tout de même les itinéraires. On ne sait pas comment. Philippe Grosot, vous disiez que chez Péguy, la prose n'était jamais dissociable de la poésie, que les vers et la prose s'entremêlaient. On vient d'entendre un extrait du texte Notre patrie qui date de 1905, interprété par Jean-Louis Jacopin. Péguy raconte la visite du roi d'Espagne en France avec, voilà, peut-être ce que l'on peut dire de ce style poétique au sein de la prose, de très nombreuses répétitions, un certain ton qui lui-même n'est peut-être pas étranger à la poésie, puisque c'est cet effet de répétition qui permet d'obtenir un ton qui est une forme de raillerie envers ces personnes qui viennent accueillir le roi, mais qui font comme si elles ne voulaient pas vraiment le croiser, qu'elles le croisent par hasard. Et c'est bien que ce texte, par l'utilisation qui est faite de la langue, le traitement de la langue, comme disait Deleuze, dont on a entendu la voix juste avant, est un bon exemple de la mise en scène littéraire et poétique dans et par la répétition de l'écriture de Péguy. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est une belle chose d'ailleurs d'entendre cette voix de Gilles Deleuze le rappeler. C'est très touchant. Alors sur la répétition, il dit des choses fort justes et qui nécessitent vraiment qu'on y revienne, parce que la répétition, c'est effectivement un des concepts stylistiques les plus essentiels de Charles Péguy, qui... non content lui-même tout à fait de ce mot de répétition, par ailleurs, a forgé un néologisme pour le dire, de ressurgement. Il dit ça, ou il fait dire cela sous la plume d'un dénommé Durel, qui en fait c'est sa signature quand il commente le grand poème d'Ève. On peut remarquer d'ailleurs que Péguy non seulement s'est commenté lui-même, mais toute sa vie avec les Cahiers de la Quinzaine, c'est édité lui-même, ce qui ne serait plus possible aujourd'hui, mais ce serait tragiquement plus possible. Donc c'est une preuve de réussite parfaite. Alors cette répétition, ce ressurgement, qu'est-ce qu'il a de tout à fait singulier ? La parole de Péguy, dans sa prose, bien qu'il ne formule jamais le concept de prose poétique, c'est pas du tout de son vocable, mais cette prose, effectivement, elle reprend un mot, le fait varier insensiblement jusqu'à nous faire entendre ce qu'il veut vraiment nous faire entendre. Me vient à l'esprit, en vous parlant, ce mot de nouveau du poète André Dubouché, que je nommais tout à l'heure, qui m'a souvent éclairé dans mes lectures jusque de Péguy. Dubouché, dans un poème des années 50 qui s'appelle « Air », 1950, évidemment, à ce mot merveilleux, il dit « peser de tout son poids sur le mot le plus faible pour qu'il éclate et livre son ciel ». Il m'a souvent semblé que c'était très exactement ce que faisait Péguy. Peser de tout son poids sur le mot le plus faible pour qu'il éclate et livre son ciel. Donc la répétition serait une manière de faire peser les mots en les répétant, comme une espèce de scansion qui vient donner un poids à ce qui c'est-à-dire les faire peser léger. Pour nous les faire entendre. Les mots sont toujours un petit peu usés quand nous les prononçons. Ils appartiennent à nos vocabulaires, ils sont pris dans nos lexiques, dans nos façons de parler. Et pour nous faire entendre vraiment ce qu'il y a à dire, il faut 100 fois sur le métier remettre l'ouvrage, le reprendre, le retisser en quelque sorte. Et cette reprise incessante, tout d'un coup, va jusqu'au moment de l'extrême variation. C'est presque l'idée que dans une progression quantitative, d'un coup, une rupture s'instaure et du qualitatif surgit. Alors, dans le très bel extrait que vous avez fait entendre par la suite de Notre patrie, qui est un texte de 1905, on entend ça, mais il y a quelque chose de plus dans ce texte très remarquable. C'est-à-dire, il faut se rappeler contextuellement d'où il surgit. En 1905, dans ce texte surgit du fait que l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, a mis un pied à Tanger, qui était un protectorat français à l'époque. Et tout le monde a cru que c'était l'annonce, l'imminence de la déclaration de guerre. Péguy est dans ses Cahiers de la Quinzaine. Péguy veut faire un cahier et il nous le dit
il nous dit une chose très étrange au début, « J'avais prévu un cahier que je ne ferai probablement pas ». Sauf qu'il ne nous dit pas exactement la raison de ce report. Ce report, c'est donc l'arrivée de Guillaume II à Tanger, protectorat français de l'époque. Et le texte que vous avez fait entendre débute sur en fait le troisième grand moment de ce passage. Parce qu'en vérité, vous avez fait entendre le texte commençant par « ce fut un sursaut ». Et si on connaît bien ce texte, c'est très étrange parce qu'il y a 3 paragraphes qui rythment absolument l'émergence de son propos, parce qu'un sursaut, on ne sait pas de quoi il s'agit en fait. Ça commence par « ce fut une révélation ». Puis un paragraphe plus loin, « ce fut un saisissement ». Et puis plusieurs paragraphes plus loin, « ce fut un sursaut ». Révélation, saisissement, sursaut. Peggy comprend quelque chose d'admirable, comprend qu'un événement, ce n'est pas ce qui nous surprend, c'est ce qui nous change, c'est ce qui nous transforme. Et cette transformation, elle va aller jusqu'à transformer, non pas le surprendre lui comme lecteur, ou comme homme de son temps voyant surgir Guillaume II à Tanger, mais elle va transformer jusque l'écriture de ce texte qu'il voulait faire, qu'il ne fera probablement pas. Et c'est seulement à la fin du texte qui nous dit que ce n'est pas les anecdotes des Parisiennes et des grands magasins qui nous intéressent, c'est l'arrivée de Guillaume II à Tanger. Alors, pourquoi ce grand détour? Pour dire que Peggy, pour dire l'événement de cette apparition de Guillaume II à Tanger, a inscrit l'événement dans l'écriture et la modalité littéraire de l'écriture de son texte. C'est-à-dire il a en fait différé sans cesse le propos de son texte. Et ce texte est un magnifique et vaste égarement ou une magnifique et vaste promenade dans Paris avec lui, qui n'a presque pas de rapport avec ce qu'il veut dire, mais qui arrive juste à la fin, une fois qu'on a entendu la révélation, le saisissement et enfin le sursaut. Alors, vous voyez, cette façon qu'il a d'amener ce qu'il a à dire au sein de la langue donne une magnifique homogénéité et cohérence entre ce qu'il a à dire et la façon qu'il a de le dire. Il fait surgir l'événement dans la langue. Et ce texte en est l'exemple le plus beau. Et ce texte en est un exemple aussi peut-être parce qu'il permet de voir en quel sens le travail de l'écriture par Peggy n'est pas simplement formel. C'est ce qu'on pourrait penser avec cette insistance que nous avons mis sur à la fois sur l'espacement du texte, les blancs, la répétition. Il ne s'agit pas d'un formalisme ici chez Peggy. C'est pas un simple, enfin déjà compliqué, mais jeu littéraire de poète qui cherche la forme la plus appropriée. Je disais que c'était toujours au service d'un sujet dont il essaie de parler. C'était le cas pour Jeanne d'Arc et c'est le cas dans ce texte Notre Patrie, puisque c'est ce que vous venez de dire ici, il s'agit de relater un événement. Or le choix d'écriture de Peggy pour relater cet événement, c'est la dilution, c'est la répétition, c'est comme un étirement temporel. Le temps ici devient, il y a comme une texture du temps dont il s'empare, qu'il étire pour finalement décrire quoi? Décrire un sursaut, une révélation, un temps très bref. Et c'est là où ça devient vraiment magnifique en tant que travail d'écrivain, et c'est pas simplement un jeu formel. Il veut dire quelque chose, et c'est la poésie au sein de la prose qui lui permet de faire passer finalement une certaine conception de l'histoire et du temps historique. Oui, absolument. Pour dire l'événement, il faut une écriture elle-même événementielle. Et ça, c'est quand même tout à fait important. C'est cette adéquation des modalités du dire au vouloir dire de Peggy. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire comme s'il s'agissait là d'une belle écriture qui ne serait sans aucun enjeu. Dans toute sa prose, par exemple, qui est quand même la plus riche partie de son œuvre, au moins en quantité. Il y a, par exemple, 3 volumes en Pléiade, excellemment édités d'ailleurs par le regretté Robert Burac, et puis un volume de poésie. Donc la prose est quand même très largement dominante, mais cette prose qui explicitement nous tourne vers un vouloir dire, a toujours médité les conditions d'apparition de son propos. Et évidemment, là, on n'a pas de poésie au sens où Peggy le dit explicitement, c'est-à-dire pour Peggy, la poésie, ce n'est que l'alexandrin. Bon. Soit. Mais en vérité, la façon qu'il a d'écrire la prose la réinvente et la rend proprement poétique, parce qu'il y a poésie à partir du moment où l'adéquation, où le vouloir dire trouve son adéquation dans une modalité du dire très nouvelle. Et elle ne peut pas faire école. Deleuze l'avait bien vu, c'est, comme il dit, un fou. Nul ne peut plus, après Peggy, jamais écrire comme Peggy, sinon nous serions des plagiaires, mais pas des écrivains. L'invention de la langue est absolument unique. Alors c'est une invention de la langue qui se nourrit de toutes sortes de choses. Je parlais tout à l'heure de son goût pour le néologisme. En vérité, ils sont très
Ils sont très nombreux dans le propos de Péguy. Et puis, régulièrement, cette invention de la langue, cette modalité du dire nouvelle, aboutit à des formules que nous pouvons très aisément ressaisir, qui sont presque parfois des bons mots, mais des mots qui nous restent alors puissamment gravés en mémoire. Il m'en revient plusieurs. Par exemple, ce propos que je crois d'une vérité extraordinaire, qui dit « à deux, on peut causer », à trois, c'est le commencement du parlementarisme. Alors, c'est évidemment, ça renvoie aussi à la difficulté de la démocratie parlementaire qui ne plaît pas trop à Péguy, mais quelle force de mots. Il est vrai qu'on ne peut causer qu'à deux. Et comme il le dit très bien, dès qu'on est trois, il y en a toujours un qui croit faire le malin. Et donc, hacher la rigueur et le sérieux d'une conversation, par exemple, intime. Ou cette phrase que tout le monde connaît, qui est merveilleuse, « Le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de mains ». On en parlera demain avec Camille Riquier. Voilà, un propos, et il y en a beaucoup d'autres. Hein. Tout commence en politique, tout finit en mystique. Et vous voyez, ces phrases ne sont pas isolées comme ça, elles sont progressivement amenées. Alors parfois, il faut bien dire qu'elles sont amenées d'une façon terrible. Il y a un mot d'une cruauté regrettable, disons, hein, prononcé contre Jaurès, c'est quand même, j'ose à peine le rappeler, mais je le rappellerai quand même, Jaurès dans une charrette et un roulement de tambour pour couvrir sa grosse voix. Donc, il se fait parfois prendre à ses propres mots. Vous vous apercevez que, bien sûr, il y a des répétitions, mais pas tant que vous croyez. Il y a des répétitions incantatoires. Vous avez déjà vu des poètes qui ne répètent pas. Qu'est-ce que c'est qu'une rime? Alors, vous me direz, Ève, allons-y. J'avais compté un jour 84 quatrains qui jouent sur 2 rimes. Vous vous rendez compte? Ça, c'est de la répétition. De la répétition à bouche et à oreille, que veux-tu? Mais c'est une incantation. Je ne me rappelle plus du tout où il a dit une phrase merveilleuse. Il y a une seule voix à la fois pour l'humanité. Une voix qui, éternellement, ne sera jamais doublée. C'est lui qui a dit ça. C'est à cet égard que cet homme est pour moi parmi les plus grands et au premier degré, au premier rang des plus grands. Il est une voix qu'on n'entendra jamais 2 fois. Celui qui n'a pas fait le tour de la vie avant de commencer à vivre n'arrivera jamais à vivre. Celui qui en fit le tour mais en fut saoulé, c'est qu'il était mal bâti. Mais celui qui choisit la reprise, celui-là vit. Il ne galope pas comme un gamin après les papillons, ni ne se dresse sur la pointe des pieds pour jeter un coup d'œil sur les merveilles du monde, car il les connaît. Il ne reste pas non plus comme une vieille femme affilée au rouet du ressouvenir, mais il va paisiblement son chemin, heureux grâce à la reprise. Sans reprise, que serait la vie? Le monde subsiste et il continue de subsister parce qu'il est une reprise. La reprise est la réalité, le sérieux de l'existence. Que je sois né d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer, que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans mes chansons. Toujours j'ai voulu exister, que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire, que vous soyez fidèle ou bien simple passant, et que nous en soyons juste au premier sourire. Sachez ce qui pour moi est le plus important, oui le plus important. Écrire pour ne pas mourir, écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me débarrasser. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le 4e et dernier temps de notre série d'émissions consacrée à Charles Péguy. Pardon, c'est le 3e temps de notre série d'émissions consacrée à Charles Péguy. Le 4e, ce sera demain. Et pour l'occasion, c'est Philippe Grosot qui vient nous parler de l'écrivain Péguy, du rapport, du passage de la prose au vers. Philippe Grosot, à qui on doit une édition de la Jeanne d'Arc de Péguy aux éditions de Valongue, un ouvrage qui n'est plus disponible, mais l'appel est lancé pour que l'on puisse à nouveau trouver
retrouver ce texte dans sa version proche de l'original. De voir le temps passer, on arpente sa vie au pas de promenade et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser. Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude, ce que je vais vous dire, vous le comprendrez en mettant bout à bout toutes nos solitudes. On pourrait se sentir un peu moins effrayé, un peu moins effrayé. Philippe Grosso, revenons sur cette importance de la répétition chez Peggy, qui prend plusieurs formes d'ailleurs, on pourra quand même les détailler, puisque ce n'est pas simplement la répétition d'un même terme, c'est parfois la répétition d'une même phrase, d'une même structure, une forme de scansion qui parfois apparaît comme une litanie ou même une incantation. On entendait avant la voix de Gérald Antoine qui citait Peggy, cette très belle phrase, « Il y a une seule voix à la fois pour l'humanité, une voix qui éternellement ne sera jamais doublée ». Or, précisément, dit-il, Peggy est une des voix qu'on n'entendra jamais deux fois. C'est un paradoxe que pour l'écrivain de la répétition, il fasse entendre une voix absolument unique. Alors, comment comprendre, et je vous pose la question après avoir lu ce texte de Kierkegaard sur la reprise, qui a un sens bien différent, où la reprise a ici une dimension qui est proprement existentielle, qui est une attitude face à la vie elle-même, à une façon de mener sa propre vie, d'arriver à accepter la vie dans ce qu'elle a de répétitive, sans tomber dans une forme de lassitude, ni se détourner de la vie. Est-ce que chez Peggy, il faut entendre dans cet usage de la répétition une posture philosophique, existentielle, ou est-ce que ce serait un contresens que de le lire ainsi ? Alors, je ne dirais pas cela, une posture philosophique existentielle pour la répétition. Même si, évidemment, on ne peut pas user de cette façon d'écrire sans qu'elle vous engage fondamentalement. Mais disons que Peggy ne l'a jamais comme tel médité. C'est un penseur qui est à la fois très proche, mais vous en parlerez demain, de la durée bergsonienne, et puis qui, je crois, innove par rapport à cette durée bergsonienne en étant aussi fondamentalement, ce que je ne crois, Bergson ne l'est pas, un penseur de l'événement. Alors cette discontinuité au sein du continu, ça c'est sa grande idée. Mais ce qui l'importe, c'est de faire entendre ce qu'il a à dire. Alors en un sens, l'idée de reprise peut malgré tout se retrouver, et notamment j'étais sensible à ce mot d'incantation qui me paraît extrêmement juste et tout à fait important. Pourquoi incantation ? Parce que évidemment, cette étrangeté de la parole poétique, dont je rappelle qu'elle n'a jamais disparu en tant que telle de l'écriture de Peggy. Peggy peut tout à fait inventer une prose qu'on appellera poétique, mais par ailleurs, il y a l'écriture de poèmes qui sont tout à fait dissociés de sa prose et que Peggy auquel seul Peggy accorde le nom de poème à proprement parler. C'est nous qui parlons de prose poétique. Peggy ne parle jamais de la sorte. Alors, cette poésie, on peut y venir peut-être, c'est très important, dans sa dimension d'incantation et donc de reprise en quelque sorte d'un même thème. Je crois que c'est ce que ça nous rapporte à ce que je disais il y a quelques instants, c'est-à-dire faire entendre un mot dans une langue qui peut être par ailleurs usée suppose de le faire varier presque de façon infinitésimale jusqu'à un moment donné, point de rupture où tout d'un coup nous comprenons le sens de ce qui est dit. Et pour faire entendre cela, il faut 100 fois le répéter, et cette petite variation, nous commençons à l'entendre. Mais pardonnez-moi, mais est-ce qu'on ne peut pas y entendre plutôt l'aveu d'une forme d'impuissance du langage pour nommer ce qui y est, puisqu'il faut répéter les choses pour parvenir à les nommer? Vous voyez ce que je veux dire finalement, on pourrait y voir aussi le fait que le langage n'est pas suffisant pour arriver à dire ce qui est. On le verra demain, c'est quand même ce qu'il essaye de faire en tant que philosophe. Et c'est ce qu'il aime chez Bergson, le fait qu'il dise que la durée, c'est la durée, la quantité, c'est la quantité. Il dit ce qui est dans une forme de la palissade. Alors qu'en répétant les choses, on a l'impression que c'est justement que les mots sont insuffisants pour nommer ce qui est. Donc on doit les répéter pour que par l'effet produit ainsi par la répétition, on puisse avoir accès à ce qui est. Les mots sont-ils insuffisants ? Ou alors est-ce notre écoute qui est insuffisante? Et ne faut-il pas 100 fois nous faire entendre la même chose pour que nous entendions une fois? Donc ce serait prendre en compte la faiblesse humaine et non pas celle de l'écriture. Je crois, c'est une possible interprétation, du moins. En tout cas, Peggy n'a jamais médité la faiblesse de la langue. Au contraire, il est toujours appuyé sur sa force et son étymologie. Le français de Peggy, c'est une langue qui est finalement très proche du grec, qu'il aime passionnément, et aussi du latin. Et donc, proche du grec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est proche de cette langue qui, contrairement au français, est une langue à racines. Et pour faire entendre les racines, il faut, dans le déploiement syntagmatique propre à la langue française, qui n'est pas une langue
justement à racine, comme le grec, eh bien, déployer ce que le grec, dans la racine, peut dire de façon très rapide. Ce n'est plus possible. Le français ne se parle pas comme parlait naguère le grec. C'est pas possible. Donc, prendre en compte la singularité de la langue française, c'est prendre en compte que nous déployons une langue de type syntagmatique. Il nous faut, nous, pour dire les choses, non pas nous appuyer seulement sur des racines, mais déployer dans une phrase bien ordonnée et ce que nous avons à dire. Et quand c'est ressaisi sous la forme d'un vers, eh bien, on peut répéter par des petites variations ces vers. Mais il y a une autre chose qui est très importante pour décrire la parole poétique de Péguy, parce que c'est très étonnant, c'est que autant la prose peut s'entendre comme une parole de combat. La prose de Péguy, on rappelle qu'il fonde la quinzaine en 1900, en s'installant en face de la Sorbonne et protestant contre la Sorbonne et l'institution elle-même. Donc c'est une prose de combat, de part en part. Mais la parole poétique, on remarquera que c'est pas une poésie de combat. C'est-à-dire, autant il refuse dans sa prose, autant, je dirais, il affirme dans sa parole poétique. Et alors cette affirmation, il va méditer très loin la possibilité de l'énoncer, parce que après tout, à quel moment une parole poétique devient-elle vraiment parlante? Elle est vraiment parlante si elle amène dans sa propre langue ce dont il est question, ce dont on parle. Et Péguy, là encore, va faire preuve d'une innovation tout à fait étrange. Une chose qui m'a souvent frappé à lire ses poèmes, c'est vrai par exemple de Ève, mais c'est vrai d'autres poèmes encore, par exemple le mystère des saints innocents ou le porche du mystère de la deuxième vertu. Dans ces textes-là, Péguy délègue sa parole à Dieu. Dans Ève, ça commence par ce vers magnifique « Jésus parle, Homère enseveli hors du premier jardin, vous n'avez plus connu ce climat de la grâce, et la vasque et la source et la haute terrasse, et le premier soleil sur le premier matin. » Alors, dans ce Jésus parle, puis dans d'autres textes, comme par exemple le Porche, ce passage merveilleux où il dit « La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance ». Cette façon de déléguer la parole à Dieu, Dieu ou Jésus, ou Dieu, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que ce n'est pas pour pouvoir affirmer quelque chose. Pour affirmer quelque chose, il ne faut pas seulement projeter sa parole sur ce qu'on dit, mais il faut la recevoir de qui la donne. Et Péguy affirme, dans une très belle façon d'écrire, que j'appellerais une structure de délégation de la parole. C'est très audacieux et théologiquement extrêmement difficile. Il y a, aucun poète n'a fait ça avant lui, à ma connaissance. Il y a juste un philosophe qui a fait ça avant lui, c'est Nicolas Malebranche. Mais je ne connais pas d'autres exemples de cette étrangeté de la délégation de la parole. Et elle dit quelque chose de vérité. C'est-à-dire, pour affirmer, il faut, en quelque sorte, être parlé autant qu'on parle. C'est-à-dire, c'est pas Péguy qui parle, c'est Dieu. Mais évidemment, ça ne peut pas être Dieu lui-même. Il faut que ça soit Péguy. Donc c'est, je parle, dit Dieu, et le poème commence. C'est tout à fait étonnant. C'est une manière de situer l'homme à sa place également, sachant que quand il peut affirmer, l'homme ne peut pas vraiment affirmer puisqu'il qu'il n'occupe qu'une certaine position dans l'univers. Là, c'est la théorie des 3 ordres pascaliens que Péguy connaît bien, dont nous parlerons demain. Mais donner la parole à Dieu, en quelque sorte, c'est aussi un signe d'humilité de l'homme et de celui qui veut parler, du poète qui connaît sa place au regard du poète supérieur que serait Dieu lui-même. Il y a quand même cette conception religieuse et philosophique derrière cela. C'est absolument cela. C'est pourquoi je disais qu'autant la parole prosaïque est une parole de combat, autant la parole poétique est une parole d'affirmation. Et ce qu'elle affirme, c'est la grandeur de Dieu. C'est une pensée de la création. C'est pour ça que c'est un grand classique. C'est pourquoi les modernes, il est mécontemporain, selon ce beau mot qu'il a aussi inventé, jusque dans sa poésie. Ces poèmes de Péguy, moi, ils me font penser, alors peut-être à Ronsard, donc il aime tant, mais aussi, par exemple, à un poète que nous ne lisons plus trop aujourd'hui, Guillaume du Bartas. La semaine ou la création, c'est un vaste récit de la création du monde, et le propos de Péguy est exactement dans cet ordre-là. Toute sa poésie dit la beauté de la création du monde, et il le dit en ne se l'appropriant jamais. Le long du côte courbe et des nobles vallées, les châteaux sont semés comme des reposoirs. Et dans la majesté des matins et des soirs,
La Loire et ses vassaux s'en vont par ses allées. 120 châteaux lui font une suite courtoise, plus nombreux, plus nerveux, plus fins que des palais. Ils en ont Valençay, Saint-Aignan et Langeais, Chenonceau et Chambord, Azé, Le Lude, Amboise. Et moi j'en connais un dans les châteaux de Loire qui s'élève plus haut que le château de Blois, plus haut que la terrasse où les derniers Valois regardaient le soleil se coucher dans sa gloire. La moulure est plus fine et l'arceau plus léger. La dentelle de pierre est plus dure et plus grave. La décence et l'honneur et la mort qui s'y gravent ont inscrit leur histoire au cœur de ce verger. Et c'est le souvenir qu'a laissé sur ses bords une enfant qui menait son cheval vers le fleuve. Son âme était récente et sa cotte était neuve. Innocente, elle allait vers le plus grand des sorts, car celle qui venait du pays tourangeau, c'était la même enfant qui, quelques jours plus tard, gouvernant d'un seul mot le rustre et le soudard, descendait de Vermeun ou montait vers l'Argeau. Merci beaucoup Philippe Grosso d'être venu nous parler de Peggy aujourd'hui. Merci à vous. Je renvoie les auditeurs alors à votre ouvrage Peggy philosophe qu'on trouve aux éditions de la Transparence, à l'édition S'il la trouve de la Jeanne d'Arc de Peggy que vous proposez aux éditions de Vallongue. Et puis aussi je signale qu'on pourra vous entendre demain lors du colloque consacré à Charles Péguy. Ce sera à 11h à l'Institut catholique de Paris et vous interviendrez sur le thème suivant, sur un style héroïco-tragique. J'aime quand il est 10h47 et que c'est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Vous nous parlez d'Harry Potter aujourd'hui. Oui, paru aux éditions PUF, Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques de Jean-Claude Milner. Entre l'engouement pour les séries télé et la tendance actuelle de la philosophie à s'emparer d'objets populaires, s'ensuit presque logiquement le fait que la philosophie s'intéresse aux séries. C'est en tout cas le projet depuis 2012 d'une collection des presses universitaires de France, dirigée par les philosophes Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer et Tristan Garcia, qui voit dans les séries la source de nos mythes contemporains, des mythes propres à générer leur propre univers et à véhiculer par les images des valeurs d'un continent à l'autre. Je cite là la petite présentation de la collection. Après donc 24 heures chrono, Lost ou encore Plus belle la vie et bien d'autres encore, c'est au tour de Jean-Claude Milner de s'attaquer non pas à une série télé, mais à une série au cinéma, une saga comme on dit, Harry Potter. Harry Potter dont le nom devient un adjectif. Sous la plume de Jean-Claude Milner, on parle du récit pottérien, récit dont la philosophie réside dans ses dimensions politiques et morales notamment. Parallèle entre la société capitaliste et le monde de la magie, entre Voldemort, le maître des ténèbres, et l'approche morale par la philosophie antique du tyran, le récit pottérien donc est un récit d'éducation. En même temps qu'Harry grandit, se fait dans le même temps le passage d'un état de nature à un état de droit. Mais plus intéressant que cela encore, c'est ce qui se passe en parallèle avec la magie. Paradoxalement, à mesure qu'Harry grandit et devient sorcier, au fur et à mesure qu'il devient magicien, il est de plus en plus désenchanté. C'est comme si le monde, au départ fascinant de la magie, représenté par l'école de sorcellerie de Poudlard, devenait la forme monstrueuse du monde politique réel, avec tous ses excès, soif de pouvoir absolu, guerre civile, résistance. S'il y a donc une leçon philosophique dans cette saga, ce serait cette éducation d'Harry qui ne consiste pas tant à réenchanter ce monde qu'à le rendre plus juste. Et c'est donc Jean-Claude Milner qui est l'auteur de cet ouvrage, Géraldine. Tout à fait, Jean-Claude Milner. L'ouvrage s'appelle Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques et c'est au PUF. De Charles Péguy à Harry Potter, c'était le programme des Nouveaux Chemins aujourd'hui. Merci à tous. On se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine consacrée à Péguy. Demain, ce sera le philosophe Camille Riquier qui viendra vous parler précisément du Péguy philosophe.
D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales concernant l'émission du jour, et puis surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Twitter et Facebook des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.